Donc bonjour, Alexandre Poirot. Donc en fait là c'est une présentation qui s'intègre dans 3 présentations qui vont être présentées sur toute la journée et qui, au-delà du cas d'étude qui va être présenté dans chaque présentation, vise aussi à replacer la discipline géomorphologique et à voir en fait son utilisation ou son application à des réponses sur des problématiques concernant des tourbières mais à différentes échelles. C'est-à-dire à la fois à une échelle sur toute une région, une échelle un peu plus petite qui serait sur un PNR, et donc cette étude-là qui est sur un site à part entière. Alors le projet, c'est une étude qui a été réalisée en 2017-2018 par la mairie de Laguiole avec un appui technique par le PNR, et puis aussi financée par l'ONF pour une partie, pour le suivi hydrologique. Donc c'est une étude fonctionnelle complète. Donc là je ne vais pas rentrer dans le détail, mais avec donc, les 3 pôles, le pôle structure, le pôle diachronie et puis le pôle transfert. Et la géomorphologie sur la mer Noire a essentiellement constitué à l'étude fine des reliefs environnants, des formations superficielles, et là vous verrez toute l'importance que ça a pu avoir sur ce site-là, pour répondre à 2 questions. La première, qui était une demande de la commune, c'était de reconstituer l'origine de cette tourbière, donc de retracer toute l'histoire. Et puis la deuxième question, qui était l'aide à la compréhension de l'alimentation de cette tourbière dans le cadre du diagnostic fonctionnel. Vous avez ici une image de cette tourbière prise quasiment à ras. Alors, les problématiques de conservation qu'il y avait sur cette tourbière-là sont doubles. La première, c'est que vous avez ici un ouvrage hydraulique qui est une buse, et une des questions était est-ce que cette buse influence le niveau piézométrique de cette tourbière et pouvait provoquer un assèchement temporaire. Donc ça, c'était une des premières questions auxquelles il a fallu répondre. Et la deuxième question, c'était il y avait une diminution ressentie par les botanistes locaux des surfaces occupées par la chaudière. Alors, la méthode, je la rappelle très très rapidement, puisque c'est une méthode qui est souvent rappelée lors des colloques JET. Donc c'est une méthode en 3 axes. Le pôle structure, donc qui vise vraiment à comprendre l'ensemble du contexte bassin versant de la tourbière, mais également la géométrie du corps tourbeux, la végétation, les unités fonctionnelles. Un pôle transfert qui la vise plutôt à quantifier et à qualifier les niveaux piézométriques, les entrées, les sorties d'eau et de nutriments. Et le pôle diachronique qui là vise à concevoir la tourbière dans le temps long, donc à la fois dans un temps qui peut être un peu plus court, qui est un temps contemporain du 20e siècle ou un petit peu plus long, et un temps qui peut aller beaucoup plus loin, jusqu'à l'Holocène, voire le Tardiglaciaire, et même un petit peu plus loin. Alors cette étude, en fait, il y a eu 3 études qui ont été faites de manière parallèle et qui ont été ensuite fusionnées pour faire le diagnostic fonctionnel complet. Une étude hydrologique pure avec un suivi piézométrique pendant 1 an, donc toutes les 30 minutes. Donc là, il y a eu 7 ou 8 piézomètres qui ont été installés. On a pu avoir comme ça une compréhension fine de la dynamique de la nappe. Une étude sur le patrimoine naturel qui avait été réalisée par la CATSH, donc la faune-flore, l'ensemble, et l'étude fonctionnelle qui en fait a apporté toutes les données qui sont soulignées en rouge et qui a fait le lien avec les 2 études d'avant. Voilà. Alors juste un petit rappel, et ça c'est pour en fait l'ensemble de toute la journée, et puis aussi pour les 2 autres présentations qui auront trait véritablement à l'application de la géomorphologie. Je rappelle, donc la géomorphologie, c'est donc la science d'étude des reliefs. C'est une discipline qui est à la croisée entre la géologie et la géographie physique. Pour faire simple et pour bien avoir les idées claires, on va différencier la géomorphologie structurale qui vise véritablement à étudier les reliefs. Donc là, les grandes lignes de force d'un paysage, qui va surtout s'appuyer sur la géologie et qui pour nous est intéressante puisque par cette étude des formes, on peut en déduire certaines géométries de couches géologiques qui sont pour nous très intéressantes dans le cadre d'une étude tourbière puisque ça nous donne des premiers paramètres concernant
les circulations d'eau souterraine. Deuxième grand volet, c'est la géomorphologie dynamique, où là on est plutôt sur l'étude des formations superficielles récentes, quaternaires, on va dire, et des modelés. Ce sont des reliefs qui sont de plus petites échelles. Et l'intérêt là, c'est qu'on va travailler surtout sur les processus, et on est là plutôt sur l'interface entre le sous-sol, le climat, l'homme et la biologie. Cette partie-là est intéressante aussi pour l'étude des tourbières, notamment pour la connaissance des formations superficielles et des processus. Voilà. Donc là, je te laisserai la parole. Donc je voulais profiter en fait de cette présentation pour mettre un petit peu en lumière la géologie de l'Aubrac. On va se balader pendant 4 jours en Aubrac et du coup c'était intéressant de rappeler un petit peu justement par rapport à la thématique du colloque comment s'intégrer l'Aubrac dans le contexte géologique. Alors l'Aubrac en fait c'est un plateau qui est un peu dessiné ici et qui va avoir une pente on va dire assez légère vers le nord-est. On a donc une crête ici qui est assez bien marquée sur le dessin et on va visiter en fait toute la partie qui est au nord-est, toute la partie au moins des tourbières au niveau de la partie nord-est de l'Aubrac et puis sur la crête également, sachant qu'ici après on est sur des systèmes beaucoup plus pentus avec d'autres types de zones humides. On voit un petit peu ce qui se découpe ici, se retrouve un petit peu ici. Donc en fait on a des couvertures de basalte, on est sur un grand épanchement de lave basaltique multicouche, je crois qu'il y a jusque 200, 300 mètres, je ne me souviens plus trop bien. Attends, je finis juste le contexte. Ce plateau basaltique de crête s'est épanché sur principalement un granit qu'on appelle le granit de Margeride, qui va bien au-delà en fait de l'Aubrac, comme son nom l'indique, qui va également en Margeride. Il y a une partie ici donc plutôt métamorphique dont on ne va pas traiter, elle est sur les pentes, elle ne correspond pas au plateau. Et également on a un recouvrement glaciaire qui est assez important. Donc avec un zoom un peu plus important, on va visiter donc des sites qui se situent en contexte basaltique sur la crête. On va également visiter des sites qui se situent sur la partie granitique, dans différents types de granit. On a le granit rouge et le granit rose bariolé de blanc. Et on va également visiter des sites en contexte glaciaire, granitique glaciaire et granitique non glaciaire. Donc ça permet de faire un petit peu les différences du point de vue du fonctionnement entre l'ensemble de ces différentes tourbières et de mettre en lumière l'importance donc de la géomorphologie, de la géologie sur le fonctionnement des tourbières et sur leur typologie. Merci. Alors je reviens sur le site de la Vermerie Noire qui en fait se situe à peu près ici. Donc là on est sur la ligne de crête en contexte volcanique. Donc là il y a eu 2 grandes questions pour le géomorphologue. C'était la première, pourquoi s'intéresser au volcanisme et au glaciaire dans le cadre de cette étude. La réponse concernant le volcanisme, c'est qu'en fait, comme Pierre vous l'a expliqué, l'ensemble de la partie volcanique, en fait vous avez un empilement de coulées. Et de manière schématique, une coulée c'est ça. Et à la base de la coulée, vous allez avoir en fait un paléosol qui aura été cuit lors du passage de cette coulée et qui constitue un niveau qui est imperméable. Vos coulées sont en fait très fissurées, donc ça c'est lié à l'érosion. Il faut quand même voir que là vous êtes sur des coulées qui sont anciennes, qui ont plus de 7 millions d'années. Et cette fracturation va permettre l'infiltration de l'eau, le stockage de l'eau, et au contact avec le niveau rouge, donc ce paléosol qui a été cuit, vous allez avoir des possibilités d'émergence, concentrées ou diffuses. La connaissance du coup de l'empilement de coulées et de ces niveaux de contact permet déjà de se faire une petite idée des possibilités ou des probabilités qu'on ait une émergence ici, et donc d'avoir des apports d'eau dans la tourbière par ce biais-là. Donc ça, c'est une des premières questions auxquelles il faut répondre. La deuxième, c'est le glaciaire. Parce que le glaciaire va avoir un impact sur 2 choses. Le façonnement d'une topographie qui est actuellement masquée par les formations superficielles, mais qui peut guider les eaux qui vont être sous ces formations superficielles. Et puis, deuxième importance, ce sont les dépôts glaciaires, ce qu'on appelle les tiles, qui peuvent, notamment pour le type d'ablation, qui est une formation qui va se mettre en place lorsque le glacier fond, on va avoir des formations plutôt poreuses qui vont avoir une capacité à retenir de l'eau. Donc
on peut avoir comme ça tout un ensemble de nappes perchées dans ces formations de til qui peuvent aussi contribuer à l'alimentation des tourbières, et notamment la vergne noire. Donc la vergne noire est ici, vous avez l'aïeul qui est situé un peu plus à l'ouest. La vergne noire est ici, donc là vous avez la carte au 50 000 qui a été levée par De Goer, qui est une très très bonne carte pour le volcanisme, un peu moins pour les formations superficielles. Donc ce que l'on remarque ici, c'est que vous avez donc la vergne noire ici, qui se retrouve en fait au milieu d'un arc, ici, constitué de tout un empilement de coulées. Vous avez ici la coulée supérieure, une coulée qui est en dessous, et puis là, en fait, plus on va vers l'ouest, et plus on voit apparaître des coulées qui sont en dessous. Donc là, vous avez un millefeuille de coulées, avec, ici, on voit des petits niveaux rouges qui correspondent à ces fameux contacts, à ces fameux lits rouges. Donc ça, c'est une première donnée, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une tourbière qui est enchâssée au sein de tout un empilement de coulées. Deuxième chose qui est à remarquer sur cette carte-là, c'est les formations superficielles. Donc vous avez ici des formations de tourbes qui ont été cartographiées, et la vergne noire n'est pas cartographiée en tourbe, mais en colluvion, alors qu'on verra qu'on a plus de 5 mètres d'épaisseur de tourbe. Donc là, on a un problème sur la carte géole. Et puis vous avez l'ensemble de ces formations vertes, qui sont cartographiées comme formations glaciaires, et du coup, si on en reste à la lecture de cette carte géologique, on pourrait se dire, potentiellement, on a beaucoup de formations glaciaires qui peuvent contenir des nappes perchées. Autre information qu'on peut tirer de cette carte-là, donc là je vous replace la vergne noire qui est ici, donc cette tourbière-là. Là vous avez sur tous les points les contacts et l'altitude de ces contacts-là. Et à partir de cette altitude-là, on peut en fait réévaluer les paléotopographies, c'est-à-dire les topographies qui ont été recouvertes par les différents empilements de coulées, et reconstituer un modèle probable de circulation des flux d'eau sous chaque coulée. Et ceci nous permet de voir en fait que cette vergne noire ici ne peut être alimentée en fait que par cette petite zone-là, que par ce petit relief-là, et qu'en fait tout l'ensemble de ce relief-là qui est au-dessus de l'altitude du fond de la tourbière, en fait, ne peut décemment pas alimenter et contribuer à l'alimentation de cette tourbière-là. Donc ce qui veut dire que quand on regarde la géologie, et avec le terrain aussi en géomorphologie, il y a déjà 3 choses qui apparaissent. On a peu de réseaux hydrographiques de surface, quasiment pas de sources sur le terrain. On a théoriquement quasiment pas de possibilité de flux hydrogéologiques lointains. On a juste une contribution possible de ce petit massif-là qui est situé juste à l'est. Et globalement, on a un aquifère qui reste limité à ce petit massif-là. Deuxième thématique qui est donc le glaciaire. Donc là, vous avez une reconstitution de la calotte glaciaire vurmienne qui a été faite par Poisat et Rousset. Donc c'est pour le moment le seul travail récent qui est connu, puisqu'en fait les travaux un peu plus récents des années 80 reprennent en fait ce travail-là. Alors après, juste entre parenthèses, on a un étudiant de Clermont qui a travaillé 2 ans, enfin qui a fait tout son master sur l'Aubrac, et qui va commencer une thèse cette année, donc sur le glaciaire de l'Aubrac et sur le glaciaire de toute la bordure occidentale du Massif central, avec des datations qui nous permettront, on espère en tout cas, d'affiner grandement ce modèle-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on part sur ces bases-là. Donc on a une calotte qui est quand même large à l'époque. Donc là, on est à peu près 20-25 000 ans. On retrouve la ligne de crête ici, et vous avez donc le secteur d'études qui est là. Ce qui est intéressant, c'est que ce secteur d'études se retrouve en fait sur la ligne de crête, c'est-à-dire au niveau de la zone de départ des flux glaciaires. Vous avez des flux qui partent au nord et des flux qui partent à l'ouest. Et cette zone de départ de flux glaciaires est plutôt propice à ce qu'on appelle des glaciers à base froide, c'est-à-dire des glaciers qui vont racler, qui ne vont pas forcément déposer, qui vont surtout racler, et c'est en effet ce qu'on trouve. C'est-à-dire que sur le terrain, on trouve ça. Des surfaces basaltiques complètement raclées, des formations superficielles qui sont très riches en blocs, mais avec très très peu de fines, et qui sont en fait de très faible épaisseur. Ce qui veut dire qu'au final, ce décapage complet est assez peu propice aussi à l'existence d'aquifères perchés.
Bon, après, on retrouve quand même bien cette ambiance glaciaire, parce que vous avez donc ici la vergne noire. Sur le terrain, on a bien déterminé au moins 3 faciès de lave en place, que l'on va retrouver dans ce grand vallon, où là, en fait, tous ces faciès se retrouvent sous forme de blocs métriques, et ensuite qui se disséminent tout au long du vallon. Par contre, on n'a quasiment pas de limon, on reste vraiment sur du matériau qui est plutôt avec de gros cailloux. Donc le modèle géomorphologique général qui ressort de tout ça et qui permet à la fois de commencer à proposer une histoire et également de poser des questions sur l'alimentation, c'est qu'on est vraisemblablement sur une dépression de surcreusement glaciaire qui se situe en contrebas de la crête, qui a été remodelée certainement par la suite par des processus cryo-niveau, mais là c'est plutôt secondaire. On est sur une dépression qui fait 7 mètres de profondeur, donc le trou, enfin au moins la vergne noire que vous avez visitée et qu'on voyait sur la première photo, en fait on a un trou qui fait à peu près 7 mètres, voire un petit peu plus, avec un décapage généralisé de tous les versants à côté, ce qui nous donne au final voilà, une dépression a priori très peu alimentée par des aquifères hydrogéologiques, très peu alimentée par des flux de surface, et qui amène à aller plutôt sur la question et tester, en tout cas avec l'étude fonctionnelle, l'ombrotrophie de ce système-là. Voilà. Donc ça, c'est les conclusions de cette étude contextuelle qui ont pu ensuite guider à la fois le plan d'implantation des piézomètres et toutes les hypothèses qu'il a fallu ensuite tester dans le cadre du diagnostic fonctionnel. Alors, pour compléter l'histoire, il y a eu une thèse qui a été faite en 2012 par Elodie Faure, avec notamment de la palynologie qui a été faite au niveau de la vergne noire. Donc, ce que l'on remarque, donc, un forage qui fait à peu près qui fait 5,20 m, on va dire de 5,20 m jusqu'à 3,40 m, on est plutôt sur des limons ou en tout cas du matériel très minéral à tendance lacustre. Et ce que Elodie Faure remarque très bien, c'est qu'on a un début de turfigénèse qui est encadré par 2 dates radiocarbone, en gros entre 6000 et 4500 BP, et qui sont corrélés à une montée très importante de Fagus et une régression de Corylus et de Quercus. Elodie Faure interprète ça en fait comme le démarrage de cette turfigénèse intervenant au niveau d'une rupture climatique et du passage entre l'Atlantique et le subboréal. Bon, c'est des résultats aussi qui ont été trouvés par ailleurs. Voilà, donc là on a un bon début d'histoire sur cette tourbière. C'est bien une dépression de surcreusement glaciaire avec un début de turfigénèse qui est lié à une rupture climatique, mais également lié à une période de néolithisation du Massif central, avec notamment l'apparition un petit peu après de premiers signes d'anthropisation. Voilà. Je laisserai Pierre pour la partie écologie. Voilà. Alors en complément en fait de l'étude palynologique, on a procédé également à l'analyse des macro-restes, ce qui nous a permis un petit peu de définir les différentes communautés végétales qui se sont succédées sur la tourbière en différents points. On a sondé 3 points, donc ça faisait partie de la commande initiale de la commune de l'Aïol, mais nous, ça nous permet aussi de comprendre un petit peu, en gros, l'état du système. Aujourd'hui, travailler sur une tourbière sans avoir des renseignements sur, on va dire, les différentes étapes de mise en place de la tourbière, ça devient très difficile. Donc j'y reviendrai, j'y reviens tout de suite même. Ça nous permet de définir donc plusieurs types de tourbes, et je pense qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, là, 5 minutes, donc je vais peut-être accélérer. De toute façon, ça, on fera un sondage sur la tourbière, et on pourra le voir sur place. Ça se voit, mais ça se voit vraiment, ça saute aux yeux. Donc après, le contenu, c'est un peu plus délicat, mais on voit tout à fait la succession des différentes couches, et on peut raisonner directement sur le terrain en fonction de ce qu'on voit par rapport aux communautés, l'état des tourbières lors du dépôt de ces différentes couches. Donc ça nous permet de dire, comme l'a un petit peu déjà développé
Alexandre, que la tourbière s'est formée à partir d'un lac de surcreusement glaciaire, qu'on a une phase de démarrage réelle de la turfigénèse à partir de 4500-6000 ans, et qui probablement, parce que sur le terrain on note une couche de tourbe très dégradée, probablement des conséquences d'une intensification des pratiques agricoles à partir d'une certaine période. Alors le 17e peut-être, peut-être pas, mais par rapport à d'autres travaux qu'on a réalisés sur le Brac, on commence à avoir des petites idées, des grandes périodes, on va dire, d'arrivée du pastoralisme et de l'intensification du pastoralisme, qui se fait en plusieurs étapes sur l'Aubrac. D'abord une étape, on va dire, d'estive, donc irrégulière, qui va avoir une certaine pression, mais relativement peu perturbante pour les milieux. On va conserver en quelque sorte certaines propriétés du milieu, on va en perdre d'autres, et ça va durer jusqu'à un certain temps, parce qu'au bout d'un moment, en fait, les éleveurs vont directement s'installer sur le Brac, et on va avoir des grands domaines qui s'installent, et donc une intensification des usages pastoraux qui vont, eux, fortement modifier en fait la tourbière. Donc on est sur des phases progressives en termes d'intensité des conséquences du pâturage sur le fonctionnement. Une petite anecdote, donc le bouton rouge en bas, d'accord. Donc c'est rare, mais on arrive à voir sur la photo de 1966 des vaches sur la tourbière, sur la partie nord-ouest de la tourbière. Alors souvent, en fait, on nous oppose, oui, vous dites qu'il y a eu du pâturage sur la tourbière, mais nous, on n'en a jamais entendu parler, on ne l'a jamais vu, et puis les grands-parents, les ancêtres, nous en ont jamais. Oui, mais bon, là, on a de la chance, parce qu'on le voit très bien. Nous, on le voit très bien dans les sédiments, donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais souvent, ça crée une forme d'interrogation en se disant, on n'a pas souvenir. Maintenant, vous n'avez pas souvenir, parce qu'éventuellement, le pâturage a pu cesser à partir du milieu du 19e, comme ça a déjà été précisé par ailleurs. Donc il est encore plus ancien, son démarrage est encore plus ancien. On perçoit l'intensité maximum du pâturage au 19e siècle, au milieu du 19e siècle, à la fin du 19e siècle, avec beaucoup de populations dans les campagnes, etc., etc. Or, en réalité, ça peut varier, et il y a des intensifications en termes d'impact sur la tourbière. Je ne dis pas qu'il y avait beaucoup de bétail, mais disons que ce qu'on voit, nous, c'est qu'il y a suffisamment d'intensification au sens écologique du terme pour modifier la tourbière. Donc voilà, la tourbière actuellement, vous allez voir, c'est un objet assez exceptionnel, cette tourbière, elle est extraordinaire. Je pense que même les gens qui ont visité beaucoup de tourbières vont être surpris de sa structure, parce qu'on est sur un objet, je pense, unique à voir. Je n'ai pas visité toutes les tourbières, mais elle est vraiment originale. Elle est originale dans le sens où elle a une topographie, on va dire, inversée, c'est-à-dire qu'ici on a un bourrelet latéral, et une dépression centrale. On a, donc pour vraiment bien caractériser ça, on avait un lidar, mais un lidar partiel qui n'avait pas été forcément bien fait. On a complété les données lidar par des mesures de terrain. Enfin, c'est surtout Alexandre et Romain qui l'ont fait. Et ça nous permet de mettre en évidence en fait les différentes altitudes pour chaque type d'unité fonctionnelle présente sur cette structure, avec ici des moliniers qui se situent sur cet anneau-là, et jusqu'à une mosaïque centrale avec des sillons à Skexery qui se situe ici. Donc on a réellement topographiquement une dépression, comme on va dire visuellement sur la tourbière on le perçoit. On a également donc travaillé sur la variation des niveaux d'eau au sein des différents éléments de la tourbière, qu'on a calé en altitude, on a calé les sondes en altitude, et ça nous permet d'observer en fait que ici aussi on a au niveau du centre de la tourbière une forme de dépression des niveaux d'eau par rapport à ce qu'on peut trouver sur les marges. Donc on a une certaine logique du niveau de la nappe en fonction de l'altitude du sol. On va dire ça comme ça. Et ici, on a notre buse, en fait, qui est largement dessous. Donc ça, j'en parlerai sur le terrain. Je ne vais pas développer, sinon Bernard va... Plus qu'une minute, alors en plus. Et alors, pourquoi cette tourbière est originale? Parce que probablement, elle correspond à un effondrement. C'est des processus qui sont connus dans le nord de l'Europe. Alors, on utilise le terme de flark, qui est aussi un terme qui est utilisé pour autre chose, pas que pour ça. Mais on connaît des tourbières qui se sont effondrées en leur centre. Et on va nommer la partie centrale sous le terme de flark. Alors, un peu comme ici, on avait probablement une tourbière haute qui fonctionnait de manière normale, en production de tourbe,
Alors pas 5 mètres en fait, on doit avoir 3 mètres de tour au maximum, en dessous c'est du sédiment lacustre, hein, et on a aussi peut-être eu une poche d'eau en fait, hein, ça arrive parfois, sous la tourbe. À un moment donné, cette tourbière qui était fonctionnelle a été perturbée, donc on n'a plus on va dire, de production de tourbe sur la surface, et probablement c'est suivi une forme de dépression centrale, en lien ou pas avec d'ailleurs la poche d'eau dessous. Donc on a une forme d'inversion de relief hein, qui va faire qu'en fait la tourbière, alors qu'ici les écoulements étaient dirigés de manière centrifuge, ben, on a une partie des écoulements qui sont dirigés de manière centripète. Il n'y a pas que ça, il y a d'autres choses qu'on verra sur le terrain. Mais ce qu'on peut dire, et là il faut quand même que je vous montre ça, c'est que le résultat aujourd'hui, c'est dans cette dépression centrale, une mosaïque qui est très très bien marquée sur les photographies aériennes, qu'on a essayé de travailler par rapport, on va dire, à un modèle, parce que cette mosaïque elle est quand même originale, hein, comme je vous disais, c'est un site rare, voire unique, donc on a essayé de la caractériser, on la verra vendredi pour ceux qui seront là. Il est toujours temps de vous inscrire, hein, si vous voulez venir d'ailleurs, c'est une forme de publicité pour nos journées de terrain. La conclusion, je te laisse faire la conclusion parce que c'est la tienne. Non, donc je te donne... Oui, là je relis juste. Ce qui est intéressant avec cette étude, c'est qu'on voit en effet qu'on a un site complexe et que pour comprendre, ou en tout cas commencer à aborder la compréhension d'un site complexe, il faut une approche complexe. Voilà. C'est-à-dire qu'on est là obligé d'avoir une approche qui est pluridisciplinaire, avec plusieurs angles d'attaque et faire la synthèse de cette approche complexe. En fait, le seul moyen de pouvoir commencer à toucher le fonctionnement réel de tel site. Et puis bon là, c'était, mais Pierre en fait on a déjà parlé, c'est une forme d'ombrotrophie qui semble originale en tout cas pour les contextes volcaniques centraliens. Ce qui, au-delà de son intérêt biologique, pourrait aussi en faire un site fonctionnellement patrimonial. Voilà, donc là, on est sur des patrimonialités qui ne sont pas uniquement bio, et qui seraient sur des patrimonialités beaucoup plus complètes de fonctionnement. Et donc voilà, peut-être un système d'effondrement unique en France. Voilà.